m'appelle Robert Allot, je suis documentariste et je travaille dans l'audiovisuel depuis déjà plus de 25 ans. J'ai travaillé dans le dessin animé, à la mise en scène de dessins animés comme premier assistant réalisateur sur des grosses séries pour les télévisions qui sont vendues dans le monde entier. Ensuite, j'ai travaillé dans l'infographie, l'image de synthèse 3D et tout ce qui est habillage de télévision. Et puis, je suis dans le documentaire depuis maintenant une vingtaine d'années. Alors, effectivement, j'ai une carrière qui peut sembler un petit peu hétéroclite, même si en réalité c'est toujours dans le monde du cinéma, donc ça reste homogène. C'est beaucoup d'une part des passions personnelles et d'autre part des opportunités, des rencontres, comme très souvent dans ce monde du cinéma et le monde des médias en général, des rencontres et des projets sur lesquels travaillent des gens qu'on connaît. J'ai eu l'opportunité de rentrer sur des documentaires et j'ai découvert que le documentaire c'était vraiment ce qui me passionnait, aussi bien à la réalisation, aux archives, à la production. L'écriture d'un documentaire peut être très différente suivant la diffusion qu'on a anticipée. Il y a trois grandes catégories. Il y a la diffusion au cinéma, la diffusion à la télévision et la diffusion sur le web. Au cinéma, on va être beaucoup plus libre d'un point de vue de la création artistique, avec très peu de contraintes en termes de structure du récit. On peut se permettre d'avoir des passages assez longs qui pourraient sembler un petit peu ennuyeux, un petit peu difficiles, puisque le public, par définition, est captif. Il est venu dans une salle obscure et une fois qu'il est rentré, sauf accident majeur, il ne sortira pas avant la fin du film. À la télévision, déjà, on commence à avoir des contraintes au niveau des diffuseurs. Souvent, on nous dit qu'il faut que dans les 10 premières minutes, il se passe des choses qui captent l'auditoire, puisque sinon, ils vont passer sur une autre chaîne de télévision. Et sur le web, alors là, on a des produits en général beaucoup plus courts, qui font quelques minutes. Et on doit trouver un rythme très rapide pour pas que les gens décrochent dans les 10 ou 20 premières secondes. Il y a eu d'énormes évolutions dans le tournage des documentaires depuis plus de 60 ans et c'est lié à des révolutions technologiques. Une des premières grandes révolutions s'est passée à la fin des années 50, début des années 60, on l'a vu avec la nouvelle vague. C'est quand on a eu les moyens d'enregistrer le son en direct, ce qui n'était pas possible avant. Avant, tout était en post-synchronisation. À partir de là, on a pu enregistrer avec des nagras le son sur le lieu de tournage. Et la deuxième grande révolution a été l'arrivée de la vidéo légère dans les années 1990 et a fortiori du numérique qui a rendu les tournages beaucoup plus légers, beaucoup plus simples, beaucoup moins chers, avec une grande facilité d'enregistrer à la fois l'image et le son. Et donc on a pu tourner des heures et des dizaines d'heures, voire des centaines d'heures très facilement à des coûts très faibles. Évidemment, la contrainte, c'est qu'en termes de montage, ça devient très lourd à gérer. La frontière entre fiction et documentaire n'est absolument pas clairement marquée et beaucoup de gens dans le monde du cinéma considèrent que de toute façon le cinéma, les films, qu'ils soient documentaires ou de fiction, sont avant tout des films et qu'il n'y a pas de frontières nettes. On voit aussi des frontières entre le monde du cinéma, le monde de la télévision, le monde du web, mais ces frontières à mon avis sont destinées à devenir de plus en plus floues. On va voir perdurer des choses qui s'intéressent au réel et qu'on peut appeler documentaire ou reportage si ça a une dimension journalistique, et des choses qui sont plutôt de l'ordre de la fiction avec des comédiens, mais toutes ces frontières de toute façon sont et resteront toujours très floues.